Introduction sur la question de la maladie chronique, je voulais beaucoup remercier l'Institut Bergonié de nous donner la possibilité d'organiser cette journée. C'est une première pour un hôpital de pouvoir aborder la question des pratiques méditatives. Il y a encore quelques années, quand on commençait à en parler, ça faisait sourire, ça a inquiété, ça a interrogé beaucoup. Donc on a aussi devant nous quelqu'un qui est un pionnier, donc Fabrice Lacgette, qui vient de prendre la parole, qui a introduit depuis fort longtemps la question de l'hypnose à l'hôpital et l'importance des soins de support. Donc on doit le remercier parce qu'il a fallu des gens qui ont ouvert des portes pour qu'aujourd'hui on puisse proposer, réfléchir, interagir sur ces questions-là. Je remercie également le laboratoire de psychologie de nous avoir aidés dans l'organisation de la journée et le Cyril Brio. Voilà, et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. On va essayer de tenir le timing autant que possible. Si vous avez des questions logistiques, Sylvie est à l'extérieur, sera ravie de vous répondre. Alors juste une petite introduction pour rappeler finalement ce qui nous a amené à nous poser ces questions autour de la maladie chronique. Bon, il y a de nombreuses définitions de ce que sont les maladies chroniques. Celle qui est principalement retenue par l'OMS, c'est cette idée de la durée, d'une évolution plus ou moins rapide, et notamment de l'incurabilité, qui est vraiment l'aspect majeur qu'on doit prendre en compte. Évidemment, il y a dans la genèse de la pathologie chronique de nombreux facteurs, notamment liés au comportement des personnes tout au long de leur vie. Ce qu'on sait, c'est un fardeau considérable pour les sociétés, puisque c'est une des premières causes de mortalité mondiale, environ 60% des décès enregistrés. De nombreuses répercussions donc sur la santé et principalement sur l'autonomie et le bien-être des personnes atteintes. J'évoquais le fait que ça soit un fardeau et ça finalement regroupe énormément de pathologies. Maintenant, on considère souvent que le cancer est devenu une maladie chronique. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies de l'appareil musculo-squelettique et un certain nombre de maladies mentales rentrent finalement dans ce groupe des pathologies chroniques. Le vieillissement de la population et aussi la performance des soins de santé font qu'aujourd'hui, finalement, il y a une croissance extrêmement importante du nombre de pathologies chroniques, ce qui fait que ça met en tension les systèmes de santé. Et donc, il y a un enjeu dans la prise en charge de ces pathologies et la façon dont, finalement, l'individu va pouvoir être sollicité dans la propre gestion de sa maladie. Si on aborde, puisque bon, notre objet de travail, c'est la maladie cancéreuse, évidemment, l'Institut Bergonié, les principales répercussions, finalement, des traitements et les séquelles secondaires à la prise en charge médicale sont à la fois sur un plan psychologique, notamment autour de la question de la peur de la récidive, l'anxiété anticipatoire très importante, des douleurs chroniques, des neuropathies souvent secondaires à la chimiothérapie, de la fatigue chronique, beaucoup de troubles du sommeil et dans certains cas, notamment pour le cancer du sein, des lymphœdèmes. Sur un plan plus de l'identité du sujet confronté à la maladie, ce qu'on sait, c'est que finalement, l'annonce de la maladie chronique, cette installation, est ce qu'on appelle une perturbation biographique, au sens où finalement ce qui fait les conditions de la vie, le contexte habituel est complètement ébranlé et l'ensemble des sphères et des valeurs de la vie du sujet sont mis en défaut. Donc ça implique une gestion quotidienne, un aménagement du quotidien autour des symptômes et aussi tout un travail de deuil sur le renoncement aux capacités actuelles et une mise en défaut aussi de la projection dans les projets de vie à mener. L'importance aussi de l'atteinte corporelle peut faire vivre aux personnes exposées un sentiment d'étrangeté, un sentiment de perte de reconnaissance de l'identité de soi et effectivement aussi un grand sentiment d'incertitude et une perte de contrôle qui est massive dans l'annonce de la maladie chronique. L'autre point qui nous paraît intéressant à évoquer dans la question des maladies chroniques et qui du coup nous a amené à nous poser la question des pratiques méditatives, c'est la question du temps.
il y a une rupture dans le rapport à l'existence et le rapport au temps, à savoir finalement on est à la fois dans une forme d'incapacité de se projeter dans un devenir et dans une gestion permanente au jour le jour des symptômes, ce qui rend finalement assez compliqué ce rapport à la temporalité. On peut penser que la maladie chronique serait finalement une forme d'installation de l'incertitude dans la durée. Donc comment composer tous les jours avec ce qui est si flexible, qui est finalement notre propre vulnérabilité, et réussir à investir la durée tout en n'ayant aucune certitude sur comment on va pouvoir justement durer. Donc, il nous semble en tout cas que la méditation, typiquement, c'est ce qui va mettre en question le temps, dans cette attention portée à l'instant qui est là, à ce qui est là maintenant, et du coup, c'était assez évident que c'était un outil qui pourrait d'emblée être proposé à des patients aux prises aussi sans arrêt avec des ruminations anxieuses, des préoccupations très importantes quant au devenir, voire même des états proches du psychotraumatisme, justement dans cette incessante préoccupation sur la fin de vie à venir. Ce que ça pointe aussi derrière, c'est la question du travail psychique nécessaire que ça demande à l'individu pour s'approprier justement ce rapport à cette perturbation temporelle. Je sais pas où j'en suis. Et j'ai perdu ma diapo. Excusez-moi. Jean-Gérard, je crois que j'ai besoin de... Attends. C'est bon. Oui, donc le travail psychique renvoie à la question, excusez-moi, de l'autonomisation du patient. On est dans actuellement beaucoup la promotion de l'éducation thérapeutique et justement qui trouve ses sources dans comment gérer au long cours la chronicité. Donc qui dit éducation thérapeutique dit autonomisation du patient, donc participation active du patient à la gestion à la fois des symptômes physiques, des symptômes psychiques, et donc développement de ce qu'on appelle les compétences d'auto-soin. C'est-à-dire finalement, comment moi, individu atteint d'une maladie chronique, je vais me donner des outils pour gérer l'ensemble des symptômes et aussi des préoccupations psychiques quant au devenir que je vais avoir à supporter. Et du coup, ça vraiment met en jeu la question de l'apprentissage, qu'est la méditation, et du coup de ce choix de l'individu de dire tiens, moi je vais décider de faire ça pour moi et de qu'est-ce que je vais me donner comme attention à moi et à ce moment-là pour pouvoir aussi faire avec cet invité ou cet intrus qu'est la maladie. Du côté du soignant, qui est aussi un défi dans la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, et Monsieur Bussière en a parlé tout à l'heure, c'est cette idée du risque aussi d'épuisement dans l'engagement dans une relation au long cours, et donc aussi de comment nos capacités d'attachement vont être sollicitées. Et ce risque justement de surinvestissement, on sait que ça peut entraîner de la fatigue compassionnelle, voire de l'épuisement. Et finalement, la méditation peut à la fois être un outil du côté du patient, mais clairement aussi un outil, une façon d'envisager la relation, une façon d'envisager l'être au monde que le soignant peut utiliser pour lui, et aussi dans la qualité de présence qu'il peut déployer avec le patient. Ce qu'on sait finalement actuellement sur les bienfaits de la méditation dans le soin, c'est que ça a des incidences très importantes sur la baisse des ruminations anxieuses et des préoccupations sur l'avenir. C'est assez bien documenté qu'il y a une amélioration assez importante au plan des troubles du sommeil et de la gestion de la fatigue, et clairement aussi une amélioration alors là dans la relation, notamment sur la qualité de l'empathie et de l'attitude compassionnelle du soignant méditant, si je puis dire. Même si on sait que ça a des bénéfices non négligeables, il y a encore tout un chemin à développer pour soutenir l'introduction, le développement des pratiques méditatives dans le soin. L'association américaine de cancérologie qui vient d'éditer un nouveau guide clinique de recommandations de bonnes pratiques
indique très clairement que la méditation est quelque chose qui doit être utilisé dans la gestion de la fatigue, donc ce qui est quand même un pas non négligeable, que ça soit documenté tel quel dans un guidelines aussi lu que celui de l'ASCO. Néanmoins, et c'est sorti hier, le baromètre AFSOS nous dit encore que l'accès aux soins de support reste extrêmement insuffisant. On peut tout à fait supposer que la méditation rentre dans les soins de support, et donc on a tout un chemin à la fois de développement, de facilitation d'accès et également de recherche en plan méthodologique de l'efficacité clinique qui doivent être menées. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Jean-Gérard Bloch. Je te laisse peut-être, Hélène, présenter Jean-Gérard. Et de présenter donc Jean-Gérard Bloch, qui est donc docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie. Donc il a un DEA de sciences en neuro-immunopharmacologie. Il a été formé au programme MBSR selon le cursus du CFM UMass Medical School de John Kabat-Zinn. Il participe au mouvement de recherche appliquée en mindfulness pleine conscience avec l'ADM, l'Association pour le développement de la mindfulness. Il est diplômé en PNL et en hypnose ericksonienne. Il a également obtenu le diplôme de Semri Tablamawa, que je prononce pas très bien, en sciences internes de l'esprit et des phénomènes d'unité dans la dualité. Et il est le créateur et directeur d'enseignement depuis 2012 du diplôme d'université de médecine, méditation et neurosciences de la faculté de médecine à l'université de Strasbourg. Donc certains d'entre nous ici, dans cette salle, ont eu le plaisir de suivre cette formation de qualité. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et de cette journée, et puis les responsables de ce lieu, de m'avoir invité, aussi d'avoir organisé cette journée. Je trouve assez extraordinaire que nous puissions vivre une époque où ce genre de choses arrive enfin, où on peut mettre de l'humain dans la technicité sans qu'il y ait une exclusion de l'un par l'autre et réciproquement dans nos soins de médecine. L'approche de la méditation dont je vais vous parler est une des composantes de cette approche de l'humain. Elle a une tradition millénaire, il y a aujourd'hui des apports scientifiques qui permettent de la valider. Elle n'a pas pour autant la prétention d'être la seule à apporter ce genre de choses. Je crois qu'elle apporte une certaine contribution et qu'il y a aussi un grand intérêt à voir aujourd'hui les apports réciproques des sciences de la médecine d'un côté et de la méditation de l'autre, les interrogations que ces visions peut-être complémentaires, parfois différentes, parfois identiques du monde, de l'individu, du rapport à soi, du rapport à l'autre posent, et c'est dans ce cadre général en fait que ma présentation va s'inscrire. Méditation et médecine, puisque c'est le titre qu'on a choisi. Méditation et médecine occidentale, le lien entre médecine et méditation peut se faire à beaucoup de niveaux. L'un d'entre eux, c'est l'apport étymologique, la racine indo-européenne de la méditation. Vous entendez derrière? Ouais. La racine indo-européenne de la méditation vient du latin, mais il y a un aspect de mesure interne correcte de chaque chose. En médecine, c'est clair. On est tous des professionnels des soins, c'est l'homéostasie, on sait ce que c'est. Pour la méditation, il s'agit aussi d'une mesure interne correcte, mais au travers de ce qu'on appelle une perception directe qu'on essaye de développer par la méditation de ce qui est l'expérience humaine. Je vais passer un petit peu de temps plus tard dans mon exposé à vous dire ce qu'est la méditation, ce qu'elle n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses à ce sujet, mais un des premiers regards là-dessus, c'est de voir comment on peut considérer l'expérience humaine et comment on fait cette expérience, donc un aspect phénoménologique. Et dans nos expériences humaines, il y a des sensations, des perceptions, des émotions et des pensées. Et au travers de ça, ça englobe tout ce qui fait partie de nos expériences humaines.
Donc il y a un lien déjà étymologique entre médecine et méditation, et puis il y a un lien aussi différent qui est celui de l'idée énormément développée dans la méditation de prendre soin. Prendre soin, d'abord prendre soin de soi. C'était bien évoqué dans l'introduction, toute l'importance qu'il y a à prendre soin de soi, non pas à titre égoïste ou égotique, mais pour mieux prendre soin des autres. Et c'est un des fondements, cet apport de bienveillance. On peut parler aussi, il faut oser utiliser ce mot tabou d'amour, de compassion. Alors tabou, il n'est pas tabou, bien sûr, on utilise le mot amour tout le temps, mais cette énergie de vie formidable qu'est l'amour et qui instille tout ce que nous faisons, pensons, disons, et qui peut être aussi prise en compte dans ces aspects que sont la relation entre le soignant et le soigné. Pour introduire le lien entre méditation et médecine, je vais beaucoup vous parler d'une des approches de méditation, qui est la méditation de pleine conscience, qui n'est pas la seule. La méditation en fait s'inscrit dans un très vaste champ de connaissances, à la fois des connaissances pratiques, et j'ai bien aimé dans les quelques mots de présentation initiale l'utilisation du mot pratique méditative. C'est un des aspects de la méditation, les pratiques méditatives, mais il y a aussi un aspect théorique qui est souvent moins connu, qui vient de ces sagesses contemplatives. Donc il existe plusieurs traditions, et donc il y a des méditations, il y a des traditions et des sagesses contemplatives, et ce dont je vais plus vous parler pour des raisons historiques chez nous en Occident, c'est celles qui sont en lien avec la méditation de pleine conscience, mais c'est pas la seule, et ce qui en est dérivé en termes d'application pour des intentions thérapeutiques ou psychothérapeutiques. Donc c'est un petit peu le cadre dans lequel on va évoluer. Peut-être pour mon information et pour qu'on voit un petit peu où on en est, tous nous sommes là, est-ce que vous êtes prêts à participer à un petit sondage? Qui d'entre vous est complètement novice en matière de méditation, n'a jamais eu de pratique au sens large, que ce soit dans telle ou telle tradition? Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Qui n'a jamais... Ok, donc un petit tiers de la salle. Qui est-ce qui en a une notion, ne serait-ce que théorique, pour avoir lu, pour s'être intéressé à des ouvrages, des articles? Ok, une petite moitié. Et qui est-ce qui a des pratiques méditatives occasionnelles et juste une petite initiation et une certaine découverte? Ok, et qui est-ce qui est méditant de longue date? Disons plus d'1 an, avec une méditation régulière, un petit quart, parce qu'il y en a qui ne lèvent pas le doigt, mais vous entendrez tout à l'heure parler Fabrice Midal, je doute qu'il ne fasse pas partie des gens qui méditent régulièrement. Je pense qu'il fait partie des gens qui méditent régulièrement. Donc un bon quart de personnes dans cette assemblée, donc c'est intéressant aussi pour voir où on en est et comment positionner mon propos. Alors, je vais vous parler de Jon Kabat-Zinn parce que si, je crois, des choses comme ce qu'on est en train de faire ici est possible, c'est en partie, pas exclusivement, mais en partie grâce à lui et d'autres grâce à son travail. Jon Kabat-Zinn est un homme extraordinaire qui a su, il y a une trentaine d'années, combiner à la fois son haut niveau de performance scientifique et sa sagesse de méditant pour créer quelque chose d'assez particulier qui est un programme de méditation. Particulier à 2 titres, particulier parce que il en a fait ce programme dont on va un petit peu parler, qui s'appelle le BSR, qui existe depuis une trentaine d'années aux États-Unis. Il en a fait quelque chose d'abordable pour tout le monde. Les gens qui viennent à la méditation, souvent, sont des gens qui ont des motivations personnelles particulières. C'est pas tout le monde qui peut être intéressé à travailler sur soi et essayer d'apprendre une façon de travailler avec son esprit et une façon de s'entraîner à travailler avec son esprit et à aller
le sens d'un développement personnel, voire d'un développement spirituel, un travail psychologique, comme le disait Marion. Parfois, c'est les circonstances de maladie, et ça, c'est le sujet, ou c'est parce qu'on est un soignant, mais même lorsqu'on a une maladie grave ou une maladie chronique, c'est pas évident obligatoirement de se tourner vers ça. Donc, une des particularités de ce programme, c'est de le rendre vraiment universel, accessible à tout le monde, sans avoir besoin ni d'attirance particulière, ni d'aptitude intellectuelle particulière, ni même d'attitude physique. Le corps joue un grand rôle dans la méditation, et donc on peut dire parfois il faut des attitudes physiques, on fait des mouvements, on fait du yoga, c'est pas du tout nécessaire dans ce programme. Et aussi, au travers de ce programme, de le construire avec une profondeur et une subtilité de construction pédagogique extrême, mais en même temps un cadre de codification suffisant pour permettre l'émergence d'études scientifiques. Et ça a été un petit peu le début, il y a 30 ans, des premières études scientifiques de qualité, grâce à cette codification de ce programme qui a permis de faire ce qu'on sait bien faire en médecine et en sciences, c'est-à-dire mesurer. C'est tellement bien le faire qu'on transforme souvent du qualitatif en quantitatif. Si on regarde l'histoire de la médecine, c'est une des problématiques sur lesquelles on reviendra à la fin, parce que l'expérience de l'instant présent, mesurer ça, on a quand même beaucoup de mal, mais c'est une problématique sur laquelle on reviendra. Mais en tous les cas, le faire de façon suffisamment codifiée pour pouvoir faire ses études et commencer à apporter des preuves scientifiques en mesurant sur des symptômes, pas des maladies, mais sur des symptômes, les effets de cette approche de méditation. Et aussi, et ça c'est très important, accessible à tous, suffisamment codifié pour pouvoir permettre des mesures. Le troisième point, suffisamment profond et ancré dans un champ de connaissances, je disais théorique et pratique, de la part des instructeurs cette fois-ci, pas de la part de celui qui vient pour apprendre à méditer, mais de la part de celui qui délivre cela avec une exigence de qualité, d'approfondissement de sa propre expérience de la part des instructeurs qui est exigé pour ces programmes et qui est aussi un point important sur lequel on reviendra à la fin. Donc, grâce à ça, il a créé ce programme il y a une 30aine d'années. Alors, je vous disais scientifique et méditant, il est professeur de médecine à l'université de Massachusetts. Il est scientifique et docteur en biologie moléculaire. Il a travaillé avec le professeur Luria, qui est un prix Nobel de biologie moléculaire. Et il était déjà, quand il a mis en place ce programme, pratiquant de méditation et de yoga depuis fort longtemps. Alors, en 79, il a créé ce programme. Alors, il faut imaginer aussi, même si les États-Unis sont parfois, pas toujours, mais parfois en avance de quelques années sur ce que nous faisons en Europe, même dans les années 80 aux États-Unis, c'était pas forcément accepté de façon si facile. Hein. C'était l'époque où naissaient les premiers centres de la douleur. C'était l'époque où naissaient un certain nombre de courants de pensée avec l'école de Palo Alto, avec l'hypnose, avec ce genre de choses. Mais le courant principal de pensée dans les sciences et la médecine n'était pas spécialement ouvert à la méditation non plus à cette époque. Il a dû se battre pour mettre ça en place. Il raconte lui-même qu'il a créé dans cet hôpital universitaire à Boston une clinique, un service de gestion du stress par la méditation de la pleine conscience. Il était relégué entre un service d'orthopédie et un service de pédiatrie dans un sous-sol. Une annexe de ces services, c'est que quand les autres services voyaient par exemple ces pratiquants qui venaient faire ce programme en 8 semaines, on fait des pratiques de méditation en marchant par exemple, marcher dans les couloirs lentement, silencieusement, ça paraissait très très bizarre, mais que voilà, ça s'est mis en place progressivement malgré les difficultés. Et un des fondements de cette approche, parmi d'autres, ça a été aussi l'idée de faire contacter aux patients leurs ressources. Essayer de dire aux gens, vous avez un problème de santé, il faut s'en occuper, et la médecine technique peut s'en occuper, mais il y a aussi dans votre être des ressources auxquelles vous pouvez accéder et qu'il est intéressant de mobiliser. Donc, on parlait chacun de psychologie positive, de médecine positive, on parle aussi aujourd'hui d'économie positive, tout ça est dans une même mouvance de courants de pensée,
l'idée que même quand on est sur le point de mourir, en tant qu'être humain, il y a plus de choses chez nous qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas. On peut toujours essayer de faire appel à nos propres ressources et de dire ça à un patient qui est atteint d'une maladie grave, quel que soit le stade où il est atteint, ça a une grande importance. Donc c'est quelque chose qui était aussi existant dans d'autres courants de pensée à cette époque, mais c'est un des fondements de cette approche. Je vais rapidement vous parler de quelques ouvrages de Jon Kabat-Zinn. Celui-là est intéressant, où tu vas tuer, parce que pour une découverte de ce qu'est la méditation, c'est un ouvrage assez simple et qui permet surtout de battre en brèche beaucoup des idées fausses, des idées reçues sur la méditation. Alors, il y en a plein, je vais juste en énumérer quelques-unes, mais une des idées fausses sur la méditation, c'est par exemple de croire que c'est fait pour arrêter ses pensées. Marion parlait de l'effet toxique des ruminations. On connaît tous ça, hein, les fois où on n'arrive pas à s'endormir le soir, la façon dont on arrive à ne pas s'endormir, c'est en ne lâchant pas prise sur quoi? Sur nos ruminations, le fait de penser à répétition et de façon circulaire. Donc même si c'est pas au stade de pathologie, c'est quelque chose qu'on peut connaître tous. Ça peut atteindre des stades de pathologie. Donc l'idée d'arrêter ses pensées par la méditation, ça pourrait être bien, mais ça marche pas, c'est pas ça. C'est complètement faux de penser qu'on pourrait complètement arrêter ses pensées. Ce qui existe en revanche, c'est que en portant son attention de façon volontaire et en entraînant, en méditant ça sur autre chose que ces pensées vis-à-vis desquelles l'attention d'habitude se tourne de façon assez automatique, assez involontaire, par un mécanisme où nos processus d'attention sont tout simplement attirés par chaque fois qu'il y a une nouvelle pensée, et le mécanisme de fascination que nous avons habituellement face à nos pensées, les prenant pour des vérités, par exemple, obligatoirement, même si quelques instants plus tard, c'est juste l'inverse qui nous vient comme pensée, mais ça fait rien. À chaque fois, c'est quand même une vérité. Et ceux qui, une petite parenthèse, mais ceux qui ont eu l'occasion de méditer parmi vous ont tous fait l'expérience, peut-être en tous les cas, de ce qu'à un moment donné, on est confronté à une douleur quelque part et on se dit, pourvu que la méditation s'arrête et celui qui guide sonne la fin de ces 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de méditation assise sans bouger, je ne peux pas tenir, c'est pas possible, il faut absolument que je m'arrête, et c'est ce que disent les gens qui commencent et s'initient à la méditation. Cette idée, je ne peux pas tenir, cette idée dans d'autres cadres, pas seulement la méditation, au moment où on en fait l'expérience, elle est absolument vraie pour nous, dans cet instant. Et puis l'instant d'après, lorsque parfois la cloche sonne, on utilise des cloches pour marquer la méditation et son début et son arrêt, on se dit, on peut être amené à se dire, mais c'est bête, enfin, si j'avais su, je peux tenir en fait beaucoup plus longtemps. Laquelle des deux est vraie? Celle qui jusqu'avant disait je peux pas tenir, et celle qui juste après dit mais si j'avais su, j'aurais pu tenir. Toutes deux sont des constructions. Et quand on rumine, on a vis-à-vis de nos pensées ce positionnement où on colle complètement à nos pensées et on est à s'imaginer que c'est une vérité. Donc, c'est plutôt, au travers de la méditation, la capacité à se relier de façon différente à nos pensées, à pas obligatoirement les prendre pour des vérités qui peuvent se développer et pas arrêter les pensées ou ne pas avoir de pensées. Et dans ce rapport différent à soi-même s'inscrit une sorte d'espace de liberté au travers duquel on peut commencer à reprendre une certaine maîtrise sur sa vie dans chaque instant et pas juste comme une idée. Notre idée fausse sur la méditation, c'est de s'imaginer que c'est de la relaxation, que c'est fait pour être zen, pour être à l'aise, pour être détendu tout le temps. D'abord, pour ceux qui ont fait l'expérience de la méditation, c'est parfois juste l'inverse. On est confronté à des expériences et des composantes de notre contenu psychique qui émergent et qui ne sont pas obligatoirement faciles, aisées, et qui se traduisent dans le corps par des tensions, avec ce lien corps-esprit qui est bien exploré par la méditation et par sa pratique. Donc, imaginez que c'est une méthode de relaxation est une erreur. Les méthodes de relaxation, je pense, sont très bien, elles sont très bien faites, elles apportent énormément aux patients, mais en tous les cas, la méditation, c'est certainement pas une approche de relaxation. L'idée que ce serait réservé à des gens qui ont une personnalité particulière ou qui sont particulièrement
disons un tempérament de contemplatif, gens qui vont volontiers à la pêche ou qui se promènent en forêt, et qui ont cette aptitude à se relier à eux-mêmes et au monde de cette façon, ce serait réservé à ces gens-là, et que si moi je suis quelqu'un de très actif, qui aime beaucoup faire des choses, réaliser des choses, me manifester de cette façon dans le monde, la méditation ce serait tout simplement pas fait pour moi. C'est pas du tout le cas, et cette approche du programme MBSR l'a bien prouvé, parce que à la population à laquelle c'était proposé, aux gens qui souffrent, qui ont des maladies chroniques et qui, au travers de cette maladie chronique, se découvrent une motivation forte pour quoi que ce soit qui pourrait les aider et qui essayent à ce titre-là la méditation comme d'autres choses, ils se rendent compte en réalité que même s'ils sont quelqu'un qui adopte de la pêche ou de la promenade en forêt, de l'inverse, même s'ils sont quelqu'un qui est très dynamique dans leur vie et qui est en train de bouger tout le temps, ça leur apporte quelque chose, parce que la façon dont on agit, dont on est actif dans le monde, elle aussi peut être nourrie par cette approche de méditation. Là aussi, la méditation n'est pas quelque chose qui est fait pour s'exclure du monde ou pour se mettre dans une grotte, ou pour se mettre de façon isolée, même si ça peut apporter beaucoup de le faire à ceux qui le font, mais c'est pas obligatoirement nécessaire de faire ça. L'idée de la méditation, c'est de s'inscrire vraiment dans la vie quotidienne, dans ce qui est notre vie à chaque instant, pour essayer d'habiter son corps et d'être présent dans l'instant à chaque fois qu'on vit. Et c'est donc faux de s'imaginer que ce serait un petit peu comme si on allait se ressourcer en méditant, même si on fait régulièrement, je fais ça 10 minutes ou une demi-heure par jour, tous les jours. Là, je me ressource, je recharge mes batteries, je m'apaise, et puis le reste de la journée, je suis dans la frénésie du monde, et dans l'agitation, c'est pas idéal d'envisager les choses comme ça. Là où ça prend vraiment du sens, c'est quand il s'agit d'une transformation intérieure au travers de cette approche de méditation, et qui s'instille, qui se diffuse, qui s'infuse un peu à la façon dont le thé s'infuse dans l'eau quand vous mettez le sachet dans l'eau chaude, le laisser s'instiller dans la vie quotidienne et nous permettre d'avoir un rapport à nous-mêmes, une façon de gérer nos émotions, qui est nourrie par cette méditation qui nécessite plutôt d'être vue comme un apprentissage, et Marion il disait, et un entraînement. Un apprentissage et un entraînement de certaines aptitudes naturelles de l'esprit, notre faculté à nous concentrer volontairement et consciemment, et puis la faculté que nous avons de notre esprit tous de s'observer soi-même, d'observer notre esprit, cette capacité d'auto-observation de l'esprit par lui-même qui permet de développer une possibilité de se rapprocher de l'expérience des choses telles qu'elles sont, de ce qui se passe tel que c'est. On va y revenir par rapport à la douleur et à la souffrance qui se passerait des choses telles qu'elles sont et de ce qui se développe au travers de la méditation grâce à ça. Donc tout ça est magnifiquement développé dans ce livre de John Kabat-Zinn qui, de façon simple, fait un petit peu le tour de tout ce que la méditation n'est pas, et aussi de ce qu'elle est, et aussi comment elle peut vraiment s'inscrire dans la vie quotidienne. Je vais les passer vite, je crois qu'ils sont là à la bibliothèque, d'autres livres de John Kabat-Zinn. Juste, pas seulement pour mon ego, vous présenter aussi ce dernier livre de John Kabat-Zinn qui s'appelle Reconquérir le moment présent. Je vais parler de mon ego parce que j'ai l'honneur de me demander de préfacer le livre et de prêter ma voix pour les méditations. C'est aussi un très beau livre qui, dans sa version anglaise, s'appelle La méditation pour les débutants. Mais tout méditant, c'est qu'on a beau avoir médité depuis une vingtaine d'années, on est toujours un méditant, et c'est même une qualité qu'on essaye de développer, cette espèce de fraîcheur qui nous permet de faire comme si c'était la première fois, quoi que ce soit, qu'on est en train de vivre. Alors, je vais vous parler un petit peu plus du programme MBSR. MBSR, c'est pour Mindfulness Based Stress Reduction Program, donc un programme, je vous l'ai dit, de réduction du stress basé sur la pleine conscience. C'est des termes finement choisis à l'époque par les souffrances, même si c'est quelque chose qui est largement documenté dans la philosophie, les approches de sagesse contemplative. C'est moins facile que de parler de stress. Stress, ça parle à tout le monde, c'est une notion
qui est bien connu, même si là aussi on peut avoir des idées fausses. Et donc, réduction du stress basée sur la pleine conscience. La pleine conscience, c'est aussi quelque chose de très vaste, et la façon dont elle est présente dans cette approche particulière, mais ne réduit pas le concept de pleine conscience et tout ce qui se rapproche, dans les philosophies bouddhistes, ne se réduit pas juste à ce programme ou juste à des techniques, et c'est aussi important de le dire pour nous qui sommes assez friands de techniques ou d'effectivité immédiate. Alors ça a été mis en place par John Kabat-Zinn et son équipe dans un cadre médical, dans un cadre scientifique, je l'ai dit, avec l'idée que c'était plutôt une approche complémentaire, et en tous les cas pas que si vous voulez une substitution aux soins habituels. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, et la preuve, le fait que nous soyons tous ici à échanger et à s'interroger sur ces approches. Mais c'est aussi pour dire que parfois cette idée selon laquelle si je médite, je vais pouvoir guérir telle ou telle maladie, ou si je médite, je ne vais pas tomber malade, évidemment, c'est pas le cas, hein. La maladie fait partie de la vie, la méditation n'a rien de miraculeux qui permettrait d'échapper à notre condition humaine, qui nous permettrait d'atteindre je ne sais quel état particulier qui ferait de nous des super êtres humains. Pas du tout, il s'agit juste de profiter et de vivre pleinement nos potentialités en tant qu'être humain, mais pas de vivre des états différents ou spéciaux. Et donc, il est impossible de se soigner par la méditation. En revanche, beaucoup de travaux l'ont montré maintenant, cela permet aux gens qui ont des maladies graves d'avoir une façon de se relier à eux-mêmes, une façon de se vivre soi-même, et aussi une façon de vivre leur maladie qui est complètement différente. Et donc, plutôt que de dire d'accepter, je préfère dire accueillir ce qui est là, ce qui est la situation, collaborer avec les traitements qui sont proposés plutôt que de lutter contre les traitements, et puis aussi surtout se vivre comme quelqu'un qui est une personne à part entière. C'est souvent ce que disent les gens qui suivent les programmes de méditation en week-end. À la fin du programme, ils disent ma maladie n'a pas changé, certains de mes symptômes peut-être, si j'étais insomniaque, je le suis un peu moins, je ne suis même pas sûr, si j'avais des douleurs fortes, elles sont toujours là, je pense peut-être un petit peu moins nostalgique parce que le point vraiment important, c'est que je ne me réduis plus à cette maladie. C'est plus comme si tout mon être était cette maladie, mais je commence à pouvoir vivre dans mon quotidien une perspective plus large. Comme ça nous est naturel quand on n'est pas malade, mais ça nous est tellement naturel qu'on ne se rend pas compte. Et bien là, c'est une ouverture à cette possibilité qui se fait. Donc c'est pas une alternative aux soins, c'est plutôt quelque chose de complémentaire. Ça peut être défini comme programme BFR, comme un programme finalement d'éducation à un auto-entraînement au mieux-être. Éducation parce qu'il s'agit d'apprendre, entraînement parce qu'il s'agit vraiment de s'entraîner. Je vous ai dit, on développe des aptitudes comme l'attention, la concentration, certaines façons de fonctionner avec son attention. Bien sûr, on fonctionne avec notre attention, heureusement. On dit, sinon on pourrait rien faire. On a des millions de procédures automatiques qui ont été engrammées dans notre fonctionnement psychocorporel et qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait dans la vie. Simplement, c'est une modalité d'attention la plupart du temps qui n'est pas volontaire, qui n'est pas obligatoirement sur la durée décider de porter mon attention de façon continue sur tel ou tel objet. Il y a un moment initiateur et puis ensuite la procédure se met en place de façon automatique. On se ferait de mieux en mieux avec les sciences, les neurosciences cognitives, avec la psychologie cognitive, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, ce genre de choses. Mais cette attention qui nous permet de fonctionner dans des procédures automatiques, elle n'est pas durablement volontaire et surtout elle n'est pas consciente. Il nous arrive souvent de faire des gestes, aller en voiture à son travail, faire à manger, prendre des objets, etc. pour prendre ces exemples.
et de le faire de façon automatique, on l'initie et ensuite on est capable de penser à autre chose, de faire autre chose. Pas une pleine attention qui se porte sur ce qu'on est en train de vivre comme expérience dans chacun. Donc on développe cette aptitude à être plus présent dans l'instant, mais ça nécessite à la fois cet apprentissage et en même temps un entraînement, un long entraînement. D'autres aptitudes comme celles, par exemple, de lire, d'écrire, de calculer, on a dû apprendre, passer des étapes les unes après les autres. À chaque nouvelle étape, un champ immense de possibilités s'ouvrait, mais inaccessible si on n'avait pas franchi les précédentes étapes de cet apprentissage. Et ensuite, de l'entraînement. Pratiquer un sport, jouer d'un instrument de la musique, les heures et les heures qu'il faut faire au piano pour pouvoir inscrire dans notre fonctionnement psychocorporel cette habilité à pouvoir jouer d'un instrument. Avec notre attention, c'est un petit peu ça. Et l'idée, c'est d'essayer de développer cette aptitude que nous avons tous, parce que si on ne la développe pas, on est dans des fonctionnements pour la plupart du temps automatiques, et on n'a pas forcément de présence et d'attention consciente et volontaire à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est un entraînement, et l'idée d'auto-entraînement, c'est aussi l'idée que après un temps d'apprentissage et un petit peu d'entraînement, dans ce programme, en tous les cas, l'idée c'est de permettre aux gens d'être autonomes, de faire ça par eux-mêmes, de ne pas être dépendants de je ne sais quelle autorité particulière qui serait là nécessaire en permanence. Donc c'est aussi cet aspect d'autonomie, c'est d'éducation, c'est un auto-entraînement à quoi au mieux-être au travers de ces différents éléments que je vous ai dit. Donc ça pourrait s'inscrire dans ce qui est aujourd'hui l'éducation thérapeutique. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est que ça a été développé vraiment pour tout type de patients, pas spécialement pour des cancéreux, des cardiaques, des dépressifs, des soucis, parce que c'est important de le dire, parce qu'après sont développées d'autres approches sur la base de ce programme, mais initialement, ce programme était fait pour toucher tout le monde et des patients qui avaient des pathologies différentes et qui réunis ensemble se développent, se déploient et se manifestent. Et donc ça peut en fait intéresser qui que ce soit, quelle que soit sa maladie, et aussi, et c'est pour ça que ça s'est développé dans plein de cadres autres que le cadre médical, ça ne s'intéresse pas ici aujourd'hui, mais ça peut intéresser toutes les couches de la société et toutes les personnes en fait qui sont confrontées au stress ou qui ont des envies de développer une certaine attitude au mieux-être. J'ai peut-être passé vite là-dessus, mais il y a eu un énorme développement aux États-Unis de cette seule clinique de gestion du stress depuis plus de 30 ans maintenant. 20 000 patients, ils sont passés, ça a concerné au fil du temps 200 hôpitaux où se sont développés des cliniques de réduction du stress basées sur la pleine conscience. Aujourd'hui, il y a 700 centres dans le monde, répartis dans 44 pays où il y a des formes de ce genre. Ça se développe beaucoup en Europe. La France est venue tardivement, mais il vient de façon très rapide et très forte. Et c'est tant mieux. Il y a des gens comme Christophe André qui ont contribué à ce développement dans le champ plus spécifique de la dépression et des applications d'un programme dérivé du programme MBSR qui s'applique à la dépression, qui s'appelle MBCT pour Mindfulness-Based Cognitive Therapy, donc fortement basé sur les approches de thérapie cognitive et comportementale. Le livre de base que les trois initiateurs de cette approche, ce sont Zindel Segal, Mark Williams et John Tigray, trois psychiatres, ont développé pour développer MBCT. Il y en a parmi vous qui sont des instructeurs MBCT et qui développent ça. Donc c'est un petit peu connu. Pour tous les autres, juste en deux mots, c'est-à-dire que l'approche de thérapie cognitive et comportementale qui a eu un premier temps s'intéressant à l'aspect comportemental, un deuxième temps s'intéressant à l'aspect cognitif, a beaucoup développé ce qu'on appelle la troisième vague, l'aspect des émotions, et beaucoup basé sur l'approche de la méditation, mais pas seulement, avec des apports sur les aspects cognitifs et la vision de psychologie cognitive et comportementale. Et Christophe André qui a développé ça, qui a écrit aussi de nombreux et magnifiques livres, a été le premier en France, mais ça s'est développé. Alors, ce petit schéma, c'est peut-être pour vous
vous redire et vous montrer un petit peu historiquement comment sont les choses. Ce programme de méditation MBSR s'est développé vraiment à la confluence, on peut dire, de deux courants épistémologiques. L'un, les sagesses orientales, la pratique bouddhique et le yoga, par l'approche de méditation de pleine conscience, mais pas seulement. Et puis sur le deuxième courant épistémologique, qui est celui des sciences occidentales, médecine, les neurosciences et la psychologie, avec des apports particuliers sur la connaissance de la physiologie du stress. Et ça a permis ce programme MBSR qui existe depuis 1979. C'est en 2002 que Siegel et Williams ont créé le programme MBCT. Une petite anecdote qu'ils racontent dans leur livre, mais qui est vraiment très intéressante, qui est la suivante. Ça s'inscrivait à l'époque en 2000, enfin dans la fin des années 1999, quand ils ont commencé la première étude, face à la dépression et au taux de rechute très important chez les dépressifs chroniques, de l'ordre de 60% d'épisodes de dépression aiguë, malgré tous les traitements entrepris, et quelles que soient les approches médicamenteuses, psychothérapeutiques diverses. Il y avait vraiment des recherches qui sont développées dans toutes les directions, à l'initiative du gouvernement anglais d'ailleurs, pour voir ce qui pouvait améliorer ces traitements de ces dépressions chroniques. Et donc ces trois psychiatres se sont dit, puisque il existe ce programme MBSR, donc on voit qu'il y a des travaux qui montrent que ça a un effet sur la douleur, ça a un effet sur des symptômes comme l'angoisse, l'anxiété, peut-être que dans les dépressions chroniques, ça peut avoir un effet. Donc ils sont allés aux États-Unis, ils ont suivi un petit peu pendant quelques jours ce qui était fait là-bas pour voir les techniques utilisées, et ils ont mis en place une étude très bien faite sur le plan méthodologique en utilisant cette même approche. Et ils ont regardé les résultats que ça donnait, et après un an d'études et d'inclusion suffisante, en analysant les résultats, ils ont constaté que ça n'apporte rien du tout. Donc ils ont été extrêmement déçus, et ils sont honnêtement et magnifiquement remis en question en se disant comment ça se fait que ça ne donne rien. Ils se sont souvenus quand même que quand ils étaient passés un peu rapidement là-bas chez John Nicoladine et son équipe, on leur avait dit il faut que vous pratiquiez vous-même, que vous intégriez ces approches. Ils se sont dit un psychiatre, on a déjà fait du travail sur nous, on a de grandes connaissances de psychopathologie, on peut considérer ces éléments comme certains outils, et puis on va les appliquer, ça va marcher. Mais manifestement, ça marche pas. Donc ils sont revenus, ils sont retournés, ils ont suivi eux-mêmes, pour eux-mêmes, un programme MBSR complet. Ils ont commencé à méditer régulièrement, quotidiennement. Ils ont suivi une ou plusieurs retraites de méditation sur plusieurs jours. Et après un certain temps, ils ont recommencé à faire leur étude. Et là, ils ont eu la surprise et la joie d'avoir des résultats assez extraordinaires, puisqu'ils ont pu diminuer dans cette étude de 50% le taux de récidive. Et ça a été le point de départ, le boom de cette approche de troisième vague de TCC, et aussi du développement de beaucoup d'études dans le monde, dans plein de disciplines concernant cette approche à la fois MBCT et MBSR. Donc c'est un apport énorme. Je trouve magnifique que dans la préface de leur livre, dans la préface de ce livre qui a été réédité depuis d'ailleurs, il raconte cette histoire permettant d'illustrer à quel point c'est important d'avoir soi-même une vraie, authentique pratique suffisamment longue pour pouvoir espérer transmettre et proposer ça à des patients dans l'espoir d'avoir un certain effet. Et ça met bien en exergue ce point sur lequel je reviendrai à la fin, qui est que bien sûr il y a des études qui sont faites, mais on peut se poser la question de la validité de ces études quand elles donnent des résultats ou quand elles ne donnent pas, conditionné par la qualité et l'expérience personnelle en termes de méditation des gens qui proposent ça à des patients. Et que c'est un facteur qui, dans les études les plus récentes, commence à être pris en compte, mais qui souvent ne l'était pas, et ça conditionne beaucoup de choses, pas juste pour les études. Alors, je vais vous parler un petit peu de la possibilité que j'ai eue et la grande chance que j'ai eue de développer cette approche de méditation aussi
dans deux cadres. L'un hospitalier, un service de rhumatologie à l'hôpital de Strasbourg, dirigé par le professeur Jean Sibilia, qui était doyen de la faculté de médecine, et qui, dans une vision qui correspond vraiment à ce que j'ai entendu ce matin dans l'introduction, c'est celle apparemment de l'Institut d'Ardelier, de médecine intégrative et d'ouverture aux approches de médecine complémentaire, m'a laissé la place pour avoir cette initiative et proposer aux patients depuis maintenant 5 ans ce programme MDSR. Et donc vous allez voir un petit reportage qui a été fait par TF1, qui est passé dans la télévision, c'est pour ces 2 minutes, qui nous montre un petit peu ce cadre-là. Le reportage, ça se développe dans les hôpitaux. Il y a d'autres hôpitaux actuellement où ça se développe. C'est merveilleux dans plein d'endroits en France. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça nécessite aussi, pour que les gens qui le proposent fassent quelque chose de qualité, qu'ils aient une formation suffisante. Dans ce reportage, il est présenté ce diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place maintenant il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, qui est à l'université de Strasbourg et qui est un programme qui est proposé aux médecins de toute spécialité, aux psychologues et aux chercheurs en neurosciences, dans l'idée d'apporter une certaine possibilité de faire l'expérience de la méditation de façon assez intensive. Parfois c'est une découverte, parfois c'est un approfondissement selon ce qu'ils ont déjà comme expérience. Et aussi de confronter ça avec une réflexion théorique pluridisciplinaire sur ce qu'est la méditation, sur ce qu'est la conscience, sur ce qu'est le lien entre le corps et l'esprit, le fonctionnement d'un système intégré corps-esprit, avec des approches à la fois de philosophie, de psychologie, de neurosciences, d'histoire de la médecine et de la pensée, de médecine, de psychiatrie, de vision sociologique, de neuroimmunopharmacologie. Donc, un apport pluridisciplinaire s'interrogeant sur cette confrontation entre la méditation et les apports scientifiques et médicaux qu'on peut avoir là-dessus. Alors, je vais vous donner aussi un tout petit reportage sur ce diplôme. Certains d'entre vous ici dans la salle se connaîtront peut-être ou pas, je ne sais pas. Pas un paysage comme vous le verriez à Bordeaux. Je pense que la neige, ça n'arrive pas souvent. Là-bas, on était isolés pendant 8 jours dans la neige. Alors, vous avez vu ces images un petit peu bizarres, par exemple, des gens qui sont en train de marcher au petit matin lentement. Ça fait un peu zombie. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu étrange. On est très loin de la médecine, on est très loin de la science. Mais pas du tout, hein, pas du tout. Les pratiques méditatives sont diverses, on peut faire un tas de choses. Il s'agit de façon très simple d'essayer de voir si on peut développer la capacité à observer notre expérience en tant qu'être humain, en première personne, essayer de voir si c'est possible. Et pour pouvoir le faire, je vous parlais d'apprentissage et d'entraînement, mais il y a aussi des conditions particulières. Et ces conditions comportent de la lenteur, de l'isolement, du silence. Ça, c'est pour l'exploration initiale. Je disais que ça doit s'inscrire dans la vie quotidienne, mais c'est vrai qu'il y a ce temps exploratoire un petit peu et d'entraînement pour essayer de développer ça. Et marcher très lentement, en essayant de porter son attention sur ce qui se passe, est une des pratiques. Alors, vu l'extérieur, ça paraît très bizarre. En réalité, c'est vraiment très intéressant comme pratique et ça permet de développer des outils. Alors, un programme MBSR, ça se fait sur 8 semaines, ça comporte une séance par semaine, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures selon les cas.
Et puis, chose intéressante aussi, il y a une journée complète entre la 6e et la 7e semaine, des journées de pratique intensive, approfondie, en silence. Ça se fait par groupe, c'est aussi intéressant que ce soit par groupe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent, des échanges qu'on fait à partir des expériences qui viennent d'être faites dans les pratiques juste avant. Donc, le groupe est très enrichissant pour chacun dans cet apprentissage et cette exploration. Et puis, chose très importante aussi, il est proposé, demander aux gens de consacrer 1 heure par jour, 45 minutes, 1 heure, de différentes composantes, mais si on met tout bout à bout, on arrive assez vite à 1 heure. À la fois des pratiques qu'on appelle les pratiques formelles, donc s'asseoir pour une méditation active, mais aussi des choses que je vous évoquais, qui est l'inscription dans la vie quotidienne, des pratiques plus informelles, pour pouvoir vraiment faire rentrer ça dans la vie quotidienne. Alors, évidemment, c'est beaucoup de bienveillance à l'égard de soi-même pour s'autoriser à dégager 1 heure de son temps chaque jour, juste pour soi. Le burn-out des médecins, la souffrance des patients, si elle peut être nourrie par cette idée d'être suffisamment bienveillant à l'égard de soi-même pour pouvoir s'autoriser à prendre ce temps pour soi, est quelque chose de vraiment important à essayer de développer. On a dit que je n'étais qu'une minute, on a dit 5, mais on est pressé. Donc je vais passer peut-être un peu vite sur certains points. C'est juste pour dire qu'il faut une motivation très forte. Et c'est presque stressant au départ de s'engager dans ce programme de réduction du stress. Mais cet aspect de motivation est très important aussi. Donc beaucoup de pratiques, très peu de théorie. On y fait des pratiques allongées qu'on appelle le body scan, on y fait des méditations assises, debout, en marchant, et puis des exercices de mouvement en pleine conscience. On peut passer là-dessus. Beaucoup de publications, peu importe. Une définition qu'on peut apporter, parce que j'ai essayé de décrire par les contours ce que ça n'est pas, quelques éléments de ce que c'est. La pleine conscience, c'est en tous les cas défini dans son aspect fonctionnel par John Kabat-Zinn à partir des approches ancestrales, comme étant l'attention portée de façon volontaire, je disais, à l'expérience de l'instant, sans jugement, et maintenue de façon continue, instant après instant. Sur un instant, ça peut être relativement facile. C'est surtout facile à dire, c'est pas si facile à faire, mais l'aspect de sans jugement, donc faire l'expérience en fait de ce qui est tel que c'est. Dont je vous parlais aussi au début, c'est loin d'être évident. Les composantes de jugement sont toujours présentes, on ne peut pas les supprimer, mais l'idée c'est d'essayer de s'en rendre compte. Le simple fait d'utiliser le langage, et donc qui est à la base de la pensée, implique obligatoirement une composante de jugement. Et puis on est tout le temps en train de se juger soi-même dans la vie. Je vais essayer d'être bienveillant avec soi-même, mais ça passe par ça. Le nombre de fois où on se traite de tas de noms d'oiseaux, qu'on traiterait de personnes qui nous traitent comme ça, dès qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à nos enfants, qui fait quelque chose qu'ils enfants. Et donc essayer de développer cette bienveillance, cet amour à l'égard de soi-même, est quelque chose qu'on développe avec cet enfant. Je vous ai parlé plusieurs fois de conscience, d'attention, des choses comme ça, et vous voyez que c'est quelque chose de très universel. En fait, ça n'a rien de spécialement bouddhiste, et pourtant, je vous ai fait un tas de références aux traditions ancestrales contemplatives, et à ce qui s'est raffiné au fil des siècles dans ces traditions, tout simplement parce que même si c'est très universel, ces aspects, c'est là qu'on trouve des connaissances qu'on peut presque appeler scientifiques concernant l'expérience à la première personne et la vision du monde qu'on a à partir de ça. Et aussi, ça s'applique en termes de maladies et de souffrance. Donc ça n'a rien de bouddhiste et pourtant on parle beaucoup de bouddhisme. Donc pour évacuer tout ce qui est comme préoccupation, que ce soit un risque religieux ou un risque sectaire, qui sont des bonnes questions, mais la réponse est très claire, elle est très simple, c'est que au travers de ces approches, on aborde plutôt scientifique, plutôt laïque, ou complètement laïque de ce qui est très ancien. Et puis il y a une dimension de cœur qui est très importante. C'est le diagramme chinois de ce qu'est la pleine conscience. Il y a deux composantes, il y a l'une l'instant présent en bas et l'autre le cœur. Et ces deux idéogrammes illustrent bien cette notion
de compassion, de bienveillance, d'amour, de développement des aptitudes de l'esprit, du corps et du cœur qui est obligatoirement présente dans la méditation. Je m'étais interrogé sur la possibilité de faire méditer quelques temps, en oubli. Ce que je voudrais, je vais venir à mes dernières diapositives parce que ça je l'ai dit d'une autre manière, peu importe. Un certain nombre de choses que ça n'est pas ces programmes, c'est important aussi. Je vous ai dit que c'est pas de la relaxation. Le programme MBSR en lui-même n'est pas de la psychothérapie. L'approche MBCT dont je vous ai parlé a un objet de psychothérapie. C'est complètement différent que de la psychothérapie. En aucun cas, ce ne sont obligatoirement des démarches spirituelles. Les gens qui ont par ailleurs une démarche spirituelle se sentent très à l'aise, ça permet de continuer ce qu'ils font. Certains, à l'issue de ça, sont attirés par une démarche spirituelle, et c'est très bien. Dans tous les cas, c'est pas l'objectif de ce programme. C'est pas du yoga, c'est aussi le yoga apporte énormément. Il y a aussi beaucoup d'aspects physiques du mouvement, mais aussi beaucoup de composantes philosophiques dans le yoga. Mais ce qui est utilisé et qui est inspiré du yoga dans ce programme de science, c'est essayer d'apporter une qualité de présence consciente à ce qu'on est en train de vivre quand on est en mouvement. C'est ce qui est développé par les marques méditatives, c'est ce qui est développé par le yoga aussi. C'est pas exactement le yoga. Il n'y a pas de recherche d'objectif. Si on est sur l'état d'attention, on peut passer là-dessus. Juste des interrogations peut-être sur les perspectives et les limites par rapport à ça, et je vais terminer mon propos de cette façon. Je vous ai décrit un petit peu les limites qu'il peut y avoir voir la méditation entrer dans le champ des sciences et de la médecine et de la psychologie et de la psychiatrie. Je vous parlerai après des merveilleuses perspectives que ça donne, mais les limites sont celles autour de la définition de la méditation et de la pleine conscience, et en particulier dans des études. On peut facilement, lorsqu'on veut mesurer les choses, dériver et définir la pleine conscience finalement juste comme ce qui correspond aux réponses qu'on donne quand on donne tel ou tel questionnaire aux gens. J'ai vu ça dans des colloques de psychologie, on parlait de pleine conscience, et les gens qui en parlaient n'avaient jamais pratiqué la méditation, et les gens qui posaient la question ne pratiquaient pas la méditation. C'était juste des interrogatoires sur à quoi est-ce que vous êtes en train de penser au moment où on vous interroge, ou quel moment, quand vous vous en souvenez plus tard, qui sont des questionnaires de pleine conscience, et qui parlent manifestement d'autre chose que ce qui est la méditation de pleine conscience. Risque aussi en lien avec la qualité, la formation et l'expérience des instructeurs dans ce qu'ils font et ce qu'ils proposent aux gens, mais aussi dans les études. Je vous en ai parlé déjà un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte. Un risque de réduction dans notre approche occidentale. On a eu tendance pendant des années à refuser ces approches de la méditation, et là on voit un essor extraordinaire et une ouverture merveilleuse. Et en même temps, on sait que notre façon de faire en Occident, c'est tout d'un coup de s'approprier dans quelques années, de faire comme si nous, les scientifiques, nous, les médecins, nous avions inventé toutes ces merveilleuses choses en les déconnectant de leur tradition et en perdant une grande richesse, parce qu'il s'agit, il y a beaucoup de textes de philosophie et de connaissances qui sont redécouvertes aujourd'hui et confrontés justement à la psychologie, aux neurosciences et aux sciences modernes, beaucoup de textes qui en fait, sont des approches de sciences qu'on peut appeler des sciences internes de l'esprit et des phénomènes. Et que ce serait dommage de s'occuper de cette approche-là sur le simple fait qu'on s'intéresse enfin à ce qui est l'expérience humaine à la première personne, alors que jusqu'à présent elle était évacuée du champ des préoccupations scientifiques. Et alors qu'aujourd'hui, le développement des techniques d'imagerie, techniques d'exploration biologique, d'exploration du gène permettent à l'inverse de compléter, de confronter, parfois de valider certaines des approches de ces sciences internes de l'esprit et des phénomènes, et puis certaines fois de les invalider et de dire bah non, c'était complètement faux, et d'avoir une espèce de confrontation et d'enrichissement, de fertilisation.
Et puis aussi avec le développement extraordinaire de l'imagerie cérébrale, les règles fonctionnelles, les DG particuliers, on voit tout d'un coup ce qui se passe en termes d'expérience intérieure. Avant, il fallait juste faire confiance à celui qui racontait après coup la façon dont il se souvenait de comment il avait vécu à la première personne ce qui s'était passé. L'expérience intérieure, c'est ça, hein. Au moment où je le vis, je me rends pas compte que je le vis. Si à travers la méditation, j'explore comment je le vis, je suis déjà en train d'observer ça. Mais si en plus, après coup, je suis en train de le raconter, c'est un autre positionnement. Comment je peux le raconter? Jusqu'à présent, on faisait confiance, mais on faisait pas confiance, les gens qui disaient, j'ai médité, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça. Là, on commence à voir des choses. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'il y a un essor extraordinaire aujourd'hui concernant la méditation. L'IRM fonctionnel a mis en évidence que les méditants, ils ont des régions de leur cerveau qui fonctionnent dans des réseaux organisés de neurones différents de ceux qui méditent pas. Ils ont des gestions des émotions qui sont différentes. Ils ont un fonctionnement, en quelque sorte, du cerveau, le lieu où se manifeste l'esprit, qui est différent. Avec des éléments intéressants sur le plan de la douleur, de la gestion des émotions, etc. Et puis même d'un point de vue structurel, je disais fonctionnement, mais aussi structurel, il y a des zones du cerveau dont on voit qu'elles augmentent, qui taillent, d'autres qui diminuent, je ne vais pas développer plus. Mais le risque avec ces extraordinaires apports de l'imagerie, c'est aussi le risque réducteur de s'imaginer que parce qu'on voit des manifestations de ce genre, ça explique tout. C'est là que ça se passe. Et la tendance qui existe dans un courant des neurosciences, des sciences cognitives, c'est de dire, finalement, l'esprit, la pensée, qui est une des productions de l'esprit, mais pas la seule, c'est une production du cerveau. Puisqu'on voit que ça se passe là en même temps qu'il se passe aussi, c'est très simple, c'est le cerveau qui produit la pensée, pour donner cet exemple. Peut-être, mais peut-être pas. Il y a des approches différentes, et il reste encore beaucoup de travail pour voir si elles sont valides, qui inscrivent cela dans le simple fait que ce qui se passe dans le cerveau et qu'on peut objectiver par exemple, les règles fonctionnelles, est juste la manifestation de quelque chose qui se passe, qui est d'autre, qui est du domaine de la conscience, et qui se matérialise, qui se manifeste au niveau du fonctionnement qu'on peut observer avec nos instruments fonctionnels au niveau du cerveau. Donc ces risques-là. Et puis des perspectives merveilleuses, par contre, des travaux de plus en plus de grande qualité, donc une croissance exponentielle dans des tas de domaines, aussi bien cliniques, épidémiologiques, que de biologie moléculaire, que de neurosciences, d'imagerie, etc. J'en parle pas, c'est le temps. Et puis aussi l'idée qu'à partir de la méditation peuvent se développer de nouveaux protocoles, de la même façon que les protocoles MBSR ou les protocoles MBCT, aujourd'hui des protocoles bien spécifiques pour les addictions, pour les troubles alimentaires, pour d'autres pathologies se développent avec des perspectives merveilleuses, mais aussi la même exigence que celle qui a prévalu et qui a permis au programme MBSR de se développer, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on utilise 2-3 techniques de méditation dans une pathologie que forcément c'est quelque chose d'efficace. Il faut une pertinence de la construction pédagogique de l'ensemble du programme qui est proposé et une preuve scientifique de sa validation. Il y a certainement des programmes dont on va trouver qui n'apportent rien, et la méditation peut-être n'apporte rien, voire peut avoir des effets dangereux dans certaines situations. Donc beaucoup de précautions à prendre par rapport à tout ça. Peut-être on va arriver à une meilleure compréhension du fonctionnement de l'esprit. On m'a dit 30 secondes. Tu as raison. J'ai fini. j'ai fini. C'est ce qu'on me disait, mais j'ai juste démarré avec 20 minutes de retard, moi aussi. Et c'est très bien. Je pense qu'ils ont peut-être une certaine souplesse dans leur organisation des choses, mais je comprends très bien ta préoccupation et je la partage. Et je peux m'excuser si j'ai